J'appelle sans plus tarder Monsieur Hubert, qui est directeur de l'informatique du centre hospitalier de Metz, pour nous faire rêver avec des nouveaux concepts. Parfait. Bonjour à tous. Merci aussi Alain de cette opportunité de communiquer. Ce témoignage minuté, je dirais, n'est pas tant là pour vous montrer ce qui a été fait. Ça pourrait être banal pour certains, mais plutôt pour mettre l'accent sur ce qui a permis de le réaliser. Voilà, je voudrais que ce soit l'occasion d'éprouver effectivement de nouveaux concepts, puisque c'est le thème imposé, à l'occasion d'un projet et d'en faire demain une opportunité partagée. Voilà, donc peut-être en introduction, pour planter le décor, cette vision un peu du système d'information de santé, des opportunités. Le système d'information de santé, comme nous le connaissons aujourd'hui, coûte cher, c'est plus de 11% du PIB, alors même qu'il n'est pas adapté aux évolutions sociétales des prochaines années. Des réformes de nos politiques publiques sont en cours, d'autres sont à venir, pour être plus proactif, plus rapide, plus efficace. Le développement de l'économie numérique bouleverse les équilibres économiques. De nombreuses start-up dans le digital santé, donc on connaît donc tout ce qui relève du big data, de l'intelligence artificielle, des objets connectés, de la 3D avec les GAFA américains. On oublie parfois les Chinois avec Baidu, qui se développent dans des nouveaux champs, suggérant de toutes parts un modèle en rupture au service d'une médecine personnalisée, prédictive, digitale et favorisant de nouveaux entrants, comme aux États-Unis, avec les walk-in clinics. C'est bien une révolution qui nous conduit naturellement de la médecine à la e-santé et qui augure de nouveaux métiers. Dans ce contexte d'évolution rapide, les SI de nos structures ne sont que des prétextes au changement. Notre défi est de les utiliser comme l'un des moteurs au décloisonnement, à la transformation des organisations, à l'évolution des mentalités, car nos organisations seront profondément impactées par ces modifications qui placent de plus en plus un patient acteur ou action au centre du dispositif. Ils seront de formidables indicateurs de mesure de notre agilité, de notre capacité à nous transformer vers une gouvernance fédérative animée par la confiance au bénéfice du citoyen connecté. Ces nouveaux défis ne sont pas neutres pour les éditeurs et leurs briques essentielles, historiques, comme le dossier patient, le PACS, qui, dans leurs formes accoutumées, monolithiques, pauvres en valeur ajoutée, seront relégués au second rang d'un système d'information pour laisser la place à des solutions plus novatrices, plus agiles et orientées composants, apportant de la connaissance tout en s'appuyant sur des entrepôts répartis interconnectés. La prévalence de la donnée, son auto-analyse, doivent permettre une meilleure gestion du dossier du patient et de l'usager aux intervenants de son parcours. Ainsi, nos SI seront principalement alimentés par des sources externes, managées prioritairement par les patients, les réseaux de soins et les objets connectés. Les SI augmentés de nos structures, de nos groupements hospitaliers de territoire, sont une étape pour un passage d'un hôpital 2.0 à un système de santé 4.0, rénové, support des futurs groupements hospitaliers dans leur version 2, laissant une place nouvelle à l'intelligence artificielle et aux nouveaux métiers. Quand on parle évolution numérique, il y a souvent cette idée de changement de paradigme. Le problème, c'est que quand on évoque ces changements de paradigme, ils sont souvent très culturels, c'est-à-dire le rapport au temps est culturel. De façon historique, quand on déploie un dossier patient, en France, on parle de 5 à 7 ans, alors que dans certains endroits, on va pouvoir le déployer en quelques mois. Et donc, si j'ai pris 3 exemples, et que j'imagine que vous êtes déjà en train de trouver les
temps qui ont été nécessaires pour construire cette gare ferroviaire en Chine, un hôtel de 15 étages, une tour de 57 étages, eh bien on arrive à des temps un peu étonnants. C'est-à-dire que, et ça s'est passé il y a quelques jours en Chine, pour cette gare ferroviaire, 9 heures. Un hôtel de 15 étages construit en 6 jours, et avec une très bonne isolation, un assemblage souple, si vous voulez, qui permet une résistance très forte en cas de séisme. Et je pense aussi, le dernier élément, une tour de 57 étages en 3 mois. Et si vous voulez, c'est ça, c'est-à-dire que quand on est dans cette idée de changement de paradigme, c'est un petit peu comme dans le cercle des poètes disparus, il ne faut pas hésiter à monter sur la table pour voir le monde d'une autre façon. Et souvent, en fait, on a des freins par rapport à cette idée de changement de paradigme. Donc c'est vraiment une rupture profonde, et on va dire que globalement, c'est ce que va nous suggérer le numérique et l'arrivée du numérique dans nos vies. L'idée du projet, comment elle est née? En fait, elle est née d'une coopération civilo-militaire où, globalement, nous avions le besoin de pouvoir échanger et partager de la donnée. Partager et échanger de la donnée dans un cadre bien particulier, puisque chacun devait rester chez soi, puisque voilà, le côté de défense met des barrières très très fortes dans l'idée du partage. Et donc, on a dû imaginer en fait une solution pour pouvoir partager de façon sécurisée de la donnée entre 2 établissements. Et ça, c'était il y a à peu près 3 ans. Et puis, dans l'intervalle, sont apparus ces groupements hospitaliers de territoire, ce qui veut dire que pour nous, assez naturellement, l'idée du partage et de la solution que nous avions imaginée, eh bien, nous l'avons aisément projeté, si vous voulez, dans cette utilisation de notre groupement hospitalier de territoire. Par contre, je crois qu'il ne faut pas se tromper. Ce que demande la loi de santé à travers les groupements hospitaliers de territoire, et c'était évoqué par l'orateur précédent, bien sûr, c'est que globalement, l'objectif, ce n'est pas simplement d'échanger au sens strict avec nos groupements hospitaliers de territoire. Je veux dire, l'objectif, c'est bien de raisonner parcours du patient. Et le patient, eh bien, il va passer du public au privé. Et donc, il est essentiel que les solutions que l'on imagine nous permettent de répondre à cet objectif prioritaire du parcours et de la capitalisation de l'information tout au long du parcours. Alors pour cela, on a imaginé une solution. La solution est aidante aujourd'hui, puisqu'effectivement, grande avancée devant l'Éternel, la loi de santé permet donc effectivement, à horizon 2020, un identifiant unique. Alors nous avons travaillé sur l'usage d'un identifiant unique. Sur base de cet identifiant, on a utilisé un entrepôt un peu particulier qu'on appelle une VNA, donc c'est une archive neutre dans laquelle on est capable de déposer de l'information multimédia. Parce que c'était vraiment le souhait de ne pas se limiter soit sur du DICOM, comme ça se passe très souvent sur ce type d'entrepôt, ou alors en faire une GED à travers que du document. C'est vraiment aujourd'hui pour nous un entrepôt complètement multimédia. À travers cet entrepôt, aujourd'hui, eh bien, on adresse différents types d'établissements de notre groupement hospitalier de territoire, mais aussi d'autres groupements hospitaliers de territoire qui sont intéressés par la solution et qui vont devenir clients prochainement de cet entrepôt. Par contre, on est aussi ouvert au secteur du médico-social, c'est-à-dire que là aussi, cette logique de parcours ne doit pas nous contraindre à raisonner sur le champ strict sanitaire, mais bien sûr englober toute la partie médico-sociale, parce qu'on est sur un parcours de soins, on est sur un parcours de santé, mais au global, on va voir, on est sur un parcours de vie. On est sur un parcours de vie avec une personne qui, demain, à travers un objet connecté, va nous envoyer de l'information sur la VNA. Nous l'avons testé avec un cas sur une montre connectée pour le suivi d'un patient diabétique. Ça marche très très bien. C'est-à-dire qu'on va avoir une explosion des clients, on va dire, ou patients indirects, ce qui veut dire une quantité de données phénoménale à gérer. Dire aussi que, bien sûr, ces objets, au-delà de ces objets connectés, se développent
des applications en mobilité. Ce que nous avons fait, on a en Moselle une application qui s'appelle MySamu, et donc c'est cette application qui permet une géolocalisation. Et sur simple appel, en fait, le médecin régulateur du centre 15 reçoit la géolocalisation, les informations qui ont été saisies dans la fiche, mais aussi la capacité d'être en relation directe, photo et vidéo, pour une meilleure prise en charge du médecin. Et là, ce à quoi nous travaillons aussi, c'est en fait d'interconnecter cet objet connecté sur notre entrepôt de données. Ce qui est important, et ça a été vu aussi, au-delà du stockage de la donnée, c'est la représentation de la donnée. Et c'est ce qui va faire qu'aujourd'hui, de façon complètement transparente, l'information, quel que soit son établissement, est visible à travers ce que l'on appelle un MetaViewer, donc pour nous c'est vViewer, et donc avec une représentation de l'information en ligne de vie. Et cette information en ligne de vie permet très simplement de pouvoir filtrer aux besoins des comptes rendus, des types de comptes rendus, des types d'informations, des images. Et c'est très ludique, très ergonomique. C'est vraiment une rupture dans la représentation par rapport à nos habitudes où on nous suggère toujours des listes comme il y a 20 ou 30 ans en informatique. Et pourquoi un MetaViewer? Parce que ce MetaViewer est capable d'intégrer un viewer pour les radiologues. Et donc, les radiologues peuvent être habitués, préférer telle ou telle marque de viewer. Donc, on est capable d'intégrer dans ce MetaViewer d'autres viewers. Et enfin, dernière partie sur laquelle nous travaillons actuellement, c'est toute la valorisation de la donnée, puisque cet entrepôt est connecté avec des outils liés au big data et qui permettent, à travers des retraitements liés à l'intelligence artificielle, de pouvoir rentrer dans une nouvelle forme de médecine, mais on en parlera un petit peu plus tard. Voilà. Important aussi, quand on a mis en place cette solution, effectivement, la loi de santé parle d'une logique de parcours. Par contre, cette logique de parcours, elle n'est pas toujours simple à imaginer et il faut pouvoir gérer les droits, puisque vous savez qu'à travers la loi de santé, en fait, par défaut, il y a maintenant un consentement du patient. Par contre, ce consentement par défaut a une contrepartie, c'est-à-dire que c'est le droit d'opposition. Donc il faut pouvoir gérer, en fait, dans le cadre du parcours, le fait qu'à un moment, le patient puisse dire « je suis d'accord, je ne suis pas d'accord » à travers ce droit d'opposition. Voilà, donc ça, c'est la modélisation, on va dire, d'un parcours classique qui peut partir du secteur médico-social, d'une maison de santé, à travers un premier hôpital, et puis on alimente l'information. Il arrive au CHR, il est de nouveau dans le médico-social, et enfin, il retrouve son médecin de ville qui, globalement, vient aussi alimenter la partie entrepôt. Voilà, donc tout ça, si vous voulez, je pense que c'est très intéressant comme concept, ou même c'est même plus qu'un concept puisque ça fonctionne, ça fonctionne chez nous. Par contre, effectivement, il faut pouvoir gérer les accès. Or, les accès aujourd'hui, en fonction du moment du parcours, si la personne intervient directement ou indirectement dans ce parcours, la capacité à pouvoir œuvrer sur un bris de glace. Ce qui est important de noter aussi, c'est qu'aujourd'hui, côté informatique, on est toujours dans des systèmes de log plutôt basiques où, globalement, on doit aller rechercher l'information. Là, demain, ça ne sera plus possible au regard du nombre d'informations gérées. On travaille sur des mécanismes intelligents d'alerte pour faire en sorte qu'une personne qui va aller regarder plusieurs fois un même dossier pourra éveiller une alerte auprès du DIM pour savoir si c'est une erreur ou vraiment un accès anormal à l'information.
Donc là, c'est le schéma très rapide, mais parce que comme il y avait un côté technique, IT, donc voilà, il fallait que j'ai ce schéma pas très pédagogique, mais qui vous montre en tout cas le fonctionnement et les différentes briques pour dire effectivement, on a un socle, il y a un serveur d'identité, et puis vous voyez de part et d'autre voilà, le CHR et puis l'établissement militaire HIA Log West. Donc tout ça part d'un système administratif, de dossiers patients qui alimentent un entrepôt, et entrepôt qui lui-même alimente le DMP. Cet entrepôt, il est aussi connecté, et c'est important, au projet d'imagerie régionale. Alors, ce n'est pas fait encore, hein, c'est à faire, au projet d'imagerie médiale. Je voudrais juste voilà, signaler qu'on pourrait opposer d'une certaine manière la vision qu'il pourrait y avoir entre l'entrepôt et le DMP. Je crois que les choses sont fondamentalement différentes. Le DMP a été conçu pour le patient, donc c'est vraiment les droits du patient qui s'exercent et c'est lui qui les gère indirectement sur ce DMP. L'entrepôt de données tel que nous l'avons imaginé, c'est l'outil des professionnels pour les professionnels, avec quelques éléments qui sont mis à disposition du patient, comme des comptes rendus de radiologie, de laboratoire, ou peut-être quelques éléments liés au parcours sur des pathologies chroniques. Voilà, quelques cas d'usage qui démontrent en fait toute la force de la solution, aussi bien en interne qu'en externe. En interne, eh bien, ces solutions permettent parfois de réaliser une forme de re-engineering du processus où globalement, toute la partie ORL générait beaucoup de papier, beaucoup d'étapes. Et avec l'utilisation de ces technologies, aujourd'hui, on a divisé pratiquement le temps par 2 et on est 0 papier sur ce processus particulier de l'odométrie en ORL, avec la capacité toujours eh bien, pour le médecin d'accéder ensuite à l'information depuis le dossier patient et à travers un viewer. Exemple aussi dans le domaine de la télédermatologie, au sens plutôt demande d'avis ou de suivi de plaie, eh bien, on utilise ces mêmes mécanismes, somme toute devenus très simples. Et demain, l'idée, c'est de pouvoir utiliser la solution à l'extérieur dans le cadre des suivis de plaie, qu'elle ce soit en travers de l'HAD ou autre. Voilà, là on est plutôt dans votre domaine strict, hein, c'est sur l'usage, un petit peu aussi évoqué sur la radiologie, et bien pouvoir faire de l'échange en interservice ou même avec l'extérieur, un dialogue entre junior et senior, et tout ça à l'appui de la VNA et à travers des outils collaboratifs. Et aussi important, je crois que c'était signalé, l'idée que souvent l'information exclusive qui est dans le PACS n'est pas suffisante. Et donc c'est pour ça qu'en fait que toute cette information issue de la VNA eh bien, est accessible aussi bien sur les photos, les vidéos, les comptes rendus. L'ensemble est accessible et l'ensemble est partagé quand on est sur le dossier du patient. Et puis un dernier point sur lequel nous travaillons actuellement, donc toute cette partie éducation thérapeutique, dans une logique de parcours, et c'est important de pouvoir gérer toute cette information et d'enrichir l'entrepôt de données à travers toutes les étapes. Voilà, donc il y a une démo en live, donc je réserve plutôt à la fin de la présentation, voilà, avec le risque potentiel d'avoir quelques soucis de connexion, donc je vous prie de m'en excuser par avance si c'était le cas. Voilà, pour bientôt se rapprocher de la fin donc de la présentation, un petit peu les facteurs de réussite du projet, eh bien, c'est d'être pour nous réellement dans une démarche d'innovation intégrée. C'est-à-dire, c'était vraiment le sens du projet, c'est-à-dire que c'est un triptyque particulier, si vous voulez, entre une innovation technologique, une innovation sociale sur la portée de l'usage de l'outil, et puis l'innovation sur un modèle économique à imaginer. On voit bien que les VNA, il y a un certain nombre de projets dans le monde, mais ce sont des projets qui ont toujours la même allure et la même cible. Là, nous sommes allés beaucoup plus loin et voilà, je pense que de ce point de vue-là, c'est un projet tout à fait remarquable, mais voilà, je n'irai pas plus loin sur cette idée d'innovation intégrée parce que ça pourrait être un sujet à part entière.
Les facteurs de réussite aussi, eh bien, c'est lorsqu'on a été dans cette construction en imaginant une solution qui au départ n'existait pas, eh bien, c'est de pouvoir gérer un petit peu cette forme d'incertitude, hein, et donc d'accepter que globalement, c'est peut-être dans l'incertitude eh bien qu'on peut avoir les meilleurs talents qui se révèlent dans la construction. Aussi accepter qu'on n'est pas forcément toujours dans un monde déterministe et que globalement on imagine des choses, on a des expériences, mais que globalement la mise en œuvre du projet eh bien, s'est retrouvée profondément modifiée par rapport à ce qu'on avait parfois imaginé. Donc nous avons beaucoup appris en marchant et je crois que ça a été aussi très profitable dans la démarche. Important aussi, c'est le management par la confiance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est très souvent dans un monde de défiance. Ça se retrouve parfois aussi dans le monde de l'entreprise. Et pour pouvoir construire sereinement, être dans cette énergie positive, eh bien, voilà, le management par la confiance est un facteur clé de succès très important dans les projets et dans la promotion de tout ce qui relève tout ce qui relève du numérique. Et il est aussi important eh bien, d'avoir ces leaders d'opinion, aussi bien en interne qu'en externe, qui projettent un petit peu cette idée de changement et qui sont des facilitateurs à la transformation du numérique. Les perspectives, eh bien, évoquées aussi... Je vous demande d'accélérer un peu. Pardon, voilà, c'est terminé. Voilà, donc une évolution vers un modèle réparti. Donc le DMP, on en parle toujours, il se développe. Et puis on imagine que demain, en fait, ce sont ces entrepôts de données qui vont être interconnectés entre eux, parfois alimentés aussi par un des pays, à l'appui en fait d'un identifiant patient unique. Et puis donc les perspectives vont des connexions, bien sûr, je l'ai évoqué, sur des technologies big data, intelligence artificielle, qui viendront alimenter toute la partie recherche clinique, l'aide à la décision, la médecine prédictive, une nouvelle place pour le patient, très important, ce patient acteur, la place des objets connectés, et enfin la préparation d'un nouveau modèle peut-être financé à la pathologie ou à la qualité. Voilà, peut-être compte tenu du temps, je vous propose, ceux qui souhaitent une présentation de la solution, eh bien de venir me voir et on trouvera un moment pour que je vous présente la solution en live. Merci beaucoup.